Alors le Frame Generation, entre le DLSS FrameGen, le FSR FrameGen, la FMF et l'OSS Scaling, ça commence quand même à faire beaucoup de technologies qui font du Frame Generation. Du coup, c'est quoi la différence entre chacune d'entre elles? Eh bien, on va aussi aller tenter d'observer ça du point de vue stabilité de l'image à différents taux de rafraîchissement, en comparant aussi avec le rendu classique. On va regarder ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal, et au moment de recevoir les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors pour débuter, je vais faire un petit récap global sur le Frame Generation en général, et aussi sur les différentes technologies, puisque je pense que c'est encore un petit peu nébuleux pour pas mal de monde, et aussi expliquer les différences entre une implémentation dans les jeux directs et les Frame Generation qui interviennent en post-process. Donc, bon, le Frame Generation, vous commencez à connaître, c'est une technique de rendu qui, grosso modo, va insérer une ou plusieurs images entre deux images classiques. Et ces images en plus sont générées par des algorithmes qui vont tenter de prédire au mieux ce qui doit apparaître dans ces images intermédiaires. L'idée, c'est de créer une sensation, et le mot est important, une sensation de fluidité plus importante, qui peut donner l'impression d'avoir un framerate plus élevé avec, que sans ces technologies. Et donc pour y parvenir, il y a plusieurs approches possibles. Alors Nvidia, qui a démocratisé le FrameGen pour le gaming avec le DLSS 3, avec l'arrivée d'RTX 4000, utilise une approche qui repose en grande partie sur son hardware, avec des unités dédiées qui vont permettre de prédire au mieux les frames intermédiaires. Alors l'avantage de l'approche, c'est, comme on le verra après, c'est la stabilité de l'image. Par contre, les points faibles, qu'on a déjà observé à plusieurs reprises, c'est déjà la compatibilité. La techno, elle est du coup uniquement disponible sur l'RTX 4000, puisque selon Nvidia, les unités OFA utilisées pour le Frame Generation ne sont pas assez performantes sur les cartes d'ancienne génération. Ce qui, selon Nvidia, dégraderait à la fois la qualité d'image et les performances de la technologie dans l'ensemble. Et ça, même encore à l'heure actuelle, il n'y a toujours aucune manière de savoir si c'est la réalité ou pas, puisque personne n'a réussi à faire fonctionner le DLSS Frame Generation avec des cartes d'ancienne génération. Bon alors après du coup on est tout à fait en droit de douter de la validité du discours officiel sur le sujet, et même, je dirais, si le discours officiel est réel, si les causes sont bien celles-ci, je trouve que si Nvidia avait sorti une version moins bonne pour les anciennes cartes, ça aurait malgré tout été une meilleure option que rien du tout. Et ça aurait aussi évité les doutes et polémiques sur le sujet. Et l'autre gros défaut du DLSS FrameGen, c'est que oui, il n'est pas gratuit au niveau performance, et on a déjà vu dans pas mal de jeux que ce sont les cartes graphiques les plus performantes de chez Nvidia qui ont le plus gros gain de performance avec le Frame Generation, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. Et en plus de ça, le DLSS FrameGen, en plus de demander une certaine puissance de calcul, ça utilise aussi de la VRAM pour fonctionner. Et malheureusement, avec l'RTX 4000, le découpage de la gamme par Nvidia implique que niveau VRAM, on est souvent sur le strict nécessaire, et c'est problématique, particulièrement pour les cartes avec 8 Go de VRAM. Donc les 4060 et 4068 Go, avec lesquels on a déjà pu observer que le Frame Generation d'Nvidia parfois ne scale pas du tout, ou voire fait baisser les performances quand la VRAM est saturée. Donc bon, ça c'est pour le DLSS FrameGen dans les grandes lignes. Chez AMD maintenant, alors il y a le FSR Frame Generation, et même si le but c'est là aussi de générer des images en plus, l'approche d'AMD est un petit peu plus software on va dire. Le FSR FrameGen repose sur un algorithme maison qui va ensuite utiliser les capacités async compute des cartes graphiques modernes pour effectuer les calculs qui sont nécessaires à la génération d'images. Et le gros avantage de cette approche, c'est que ça rend le FSR FrameGen utilisable sur quasiment tout type de hardware, que ce soit les Radeon d'AMD, les RTX 4000 ou d'ancienne génération, ou même les cartes d'Intel, ce qui est évidemment une très bonne chose, puisque du coup, c'est une technologie totalement ouverte. Par contre, au moment de l'arrivée du FSR FrameGen, le FSR 3, au tout début, il y avait quand même plusieurs problèmes. La stabilité de celui-ci n'était pas toujours au top dans les premières versions, et l'implémentation dans les jeux n'était pas toujours hyper réussie.
Alors parfois ça a été patché, parfois non, mais c'est vrai que depuis l'arrivée du FSR 3.1, que l'on retrouve surtout dans les portages de jeux PlayStation jusqu'ici, quand le FSR FrameGen est donc bien implémenté, celui-ci fonctionne vraiment très bien. Et l'autre avantage, c'est qu'il est aussi moins gourmand en ressources que le DLSS Frame Generation, et il consomme aussi un petit peu moins de VRAM, même s'il en consomme également. Donc bon, ça c'est pour les technos qui nécessitent une implémentation directe dans les jeux, mais il y a aussi d'autres technologies qui permettent de faire du Frame Generation sans implémentation directe dans les jeux. Ce sont des technologies post-process, on va dire, qui vont donc se faire de manière totalement software, que ce soit par les drivers comme la FMF2, ou avec un programme tiers, comme le propose Lossless Scaling, qui coûte quelques euros sur Steam. Donc pour la FMF, on va dire que dans l'idée, comme AMD avait grosso modo un an de retard sur l'arrivée de sa technologie de Frame Generation sur le marché, il y a forcément moins de jeux qui le proposent au global. Et certains titres, même comme Cyberpunk, n'ont été patchés que très récemment. Mais pour les jeux, je dirais qui sortent maintenant, on voit de plus en plus les deux technos de Frame Generation au lancement, ce qui est une très bonne chose, même s'il arrive encore que malheureusement, souvent ce ne soit que le FSR 3.0 et non la version 3.1, comme sur le patch de Cyberpunk il y a quelques semaines. Même si bon, là aussi, ça devrait évoluer dans le bon sens au fil du temps, il y aura de plus en plus de titres, je pense, qui adopteront la version 3.1 d'emblée. Mais bon, du coup, pour combler ce retard au niveau du support dans les jeux, AMD a proposé assez rapidement après la sortie du FSR FrameGen, la FMF, la première version, qui reposait sur la même base que le FSR Frame Generation, mais fonctionnant par les drivers. Ce qui veut dire, pas besoin que les devs l'ajoutent dans leur titre, ce qui est une très bonne idée, et que ce soit la FMF ou Lossless Scaling, c'est donc là aussi du Frame Generation, mais qui se fait en post-process. Ce qui veut dire qu'ils vont donc intercepter les images finales que les jeux vont leur envoyer, et tenter de faire au mieux avec ce qu'ils ont du coup, pour générer des frames intermédiaires. Et c'est là la grosse différence avec les Frame Generation qui sont implémentés dans les jeux. Le DLSS et le FSR FrameGen, eux, bénéficient des informations du moteur du jeu pour prédire au mieux leurs images grâce au Motion Vector et l'Optical Flow. Et aussi pour pouvoir gérer l'interface et tout ça, qui est toujours un problème avec les technologies type AFMF ou Lossless Scaling, qui n'auront aucune de ces informations-là et devront se débrouiller sans. Donc grosso modo, on peut résumer les choses ainsi. D'un côté, on a les implémentations du FrameGen dans les jeux qui proposent la meilleure qualité d'image, mais uniquement dans les jeux où ils sont présents du coup. Et en face de ça, on a les Frame Generation post-process qui proposent une image de moins bonne qualité forcément qu'une implémentation native, mais l'avantage, c'est que ça fonctionne potentiellement dans tous les jeux. Mais bon, toutes ces technologies, à la base de la base, ça reste du Frame Generation, avec les mêmes forces et faiblesses, peu importe la techno ou le fabricant. À savoir que même si le Frame Generation apporte de la fluidité à l'image, il ne rend pas le jeu plus réactif, ce qui veut dire que même si par exemple vous passez de 30 à 60 fps au niveau de l'affichage, ça paraîtra donc plus fluide, mais au niveau du ressenti manette ou encore pire clavier souris en main, ça reste un jeu à 30 fps, ce qui crée donc une sensation de lourdeur, de la latence. Ce qui fait qu'avec le Frame Generation, on retrouve qu'un seul des bénéfices d'augmenter le framerate à la base, qui est à la fois de rendre un jeu plus fluide, mais aussi d'avoir un meilleur temps de réponse. Pour pallier à cette latence, alors chez Nvidia, il y a la technologie Reflex, chez AMD, il y a maintenant l'anti-lag et l'anti-lag 2, même si l'anti-lag 2 qui est revenu sur le marché il n'y a pas très longtemps, n'est pas implémenté dans beaucoup de jeux pour l'instant. Pour la MFF2, alors AMD indique qu'ils ont mis en place côté driver, je dirais des choses pour amoindrir la latence, et c'est vrai que quand j'ai testé la FMF2, il était beaucoup plus performant à ce niveau-là que la FMF premier du nom. Et pour le Lossless Scaling, l'algorithme, on va dire, se débrouille comme il peut au niveau de la latence, mais rien d'aussi performant que pour les technos d'NVIDIA ou d'AMD. Donc d'un pur point de vue latence, le Lossless Scaling, c'est le moins bon, on va dire. Et l'autre gros problème du Frame Generation, c'est que passer de 30 à 60 fps, ça paraît incroyable dans l'idée, mais point de vue qualité d'image, ce sera pas génial, puisque le framerate de base, au plus il est bas, plus les images intermédiaires prédites par l'algorithme resteront longtemps affichées, et plus donc vous verrez les artefacts, les images de moins bonne qualité. Alors que si vous utilisez le Frame Generation pour passer de 60 fps de base à plus de 100, ou mieux, de 100 à 180 ou 200, les images en plus restent affichées moins longtemps, et le mélange vrai frame frame généré est plus difficile à percevoir, ainsi que les artefacts, puisque ça reste affiché beaucoup moins longtemps. Et c'est exactement la même chose au niveau de la latence. Si votre jeu tourne à 60 ou 100 fps sans frame generation, là, la latence au niveau des contrôles et tout ça se fera beaucoup moins ressortir une fois que vous l'activerez, puisque de base, la latence sera déjà très bonne. Donc du coup, oui, le frame generation, plus le framerate de base est élevé, meilleur sera le ressenti, et plus ça sera transparent à l'utilisation. Ce qui peut paraître assez paradoxal, puisque plus le framerate est élevé, moins il y a nécessité de l'utiliser en fait, vu que le jeu est déjà fluide et réactif de base. Donc bon,
Faites attention tout de même avec les discours qu'on entend du type le frame generation double vos FPS tout le temps, c'est magique. Même si d'un point de vue strictement mécanique c'est plus ou moins vrai, c'est pas pour autant que ce sont vraiment des utilisations agréables, puisque passer de 15 à 30 ou 30 à 60 avec frame generation, c'est pas une expérience plaisante, que ce soit visuellement ou au niveau réactivité du jeu. Même si certains s'en contenteront dans certains cas, je sais, et tant mieux pour vous si ça vous satisfait, chacun voit midi à sa porte, mais très clairement, même les fabricants de ces technologies, je dirais, indiquent qu'il vaut mieux utiliser les jeux avec 60 FPS minimum pour avoir une bonne expérience avec Frame Generation et pas 30. Donc bref, ça c'est pour le Frame Generation en général, puis aujourd'hui on va aller observer comment les différentes technos se comportent d'un point de vue qualité d'image. Et pour faire ça, comme j'ai eu un moniteur 360 Hz pour un test qui arrivera très bientôt sur la chaîne, j'en ai aussi profité pour tester le Frame Generation à haut taux de rafraîchissement, puisque personnellement, j'ai qu'un écran 165 Hz sur mon setup, donc j'avais jamais pu observer le Frame Generation à son meilleur, on va dire, jusqu'ici. Mais bon, que moi, je puisse observer ça sur un moniteur rapide, c'est cool, mais pour qu'on puisse comparer ça en vidéo sur YouTube à 60 FPS, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, puisque déjà, capturer les jeux avec FrameGen de manière correcte, surtout pour les techno post-process, c'est pas hyper évident, et niveau carte de capture et tout ça, j'ai malheureusement pas le matos pour capturer du gameplay à 300 FPS et plus. Du coup, la solution pour moi ici, c'était d'utiliser une caméra rapide pour filmer le moniteur directement. Par contre, j'ai pas non plus du matos de pointe, vu les tarifs que ça peut coûter. Donc je suis limité à du 1080p 240 Hz pour la capture, mais c'est déjà une base qui permettra de comparer. Et l'autre problème évidemment, comme je le disais précédemment, c'est que YouTube est limité à 60 FPS. Donc la seule chose qu'on puisse faire pour observer ces captures-là, 240 Hz et plus, et pour voir des différences, c'est d'observer ça au ralenti, tout en gardant à l'esprit qu'à vitesse normale, certaines choses qu'on va observer ici seront forcément beaucoup moins visibles ou perceptibles. Donc je sais, c'est pas parfait, même au niveau de la qualité d'image et tout ça, c'est pas incroyable, mais il y a malheureusement, j'irai pas encore beaucoup d'autres manières de faire pour pouvoir faire une comparaison observable sur YouTube. Mais bon, ça permettra déjà de voir un petit peu comment tout ça, ça se comporte en image de manière un petit peu plus concrète que des captures 60 FPS d'un jeu qui tourne à plus de 300 avec Frame Generation. Et j'ai aussi choisi un jeu pas trop lourd qui propose à la fois une bonne implémentation du FSR Frame Generation et du DLSS Frame Generation. Et donc maintenant qu'il y a le patch qui rajoute le FSR 3.1 pour Ratchet & Clank Rift Apart, c'est donc un jeu que je peux utiliser. Et on peut donc atteindre les 250 FPS en natif avec une 4090 en 1440p, ce qui permet d'aller chercher les plus de 300 FPS avec FrameGen. Du coup, on va aller observer tout ça. Bon, alors pour voir un petit peu ce que ça donne même à 60 FPS, au ralenti, on voit qu'ici on est en natif, 60 FPS à gauche, 120 au milieu, 240 à droite, et bien on voit que dans ces conditions-là, on voit une différence de fluidité. C'est évidemment plus fluide à 120 et à 240 qu'à 60, c'est très apparent ici, même à 60 FPS. Donc bon, c'est une base pour pouvoir observer du coup le Frame Generation juste après, et bien évidemment j'ai totalement désactivé le Motion Blur pour justement gommer les petites différences qu'on pourrait avoir avec celui-ci. Alors, on passe maintenant à la comparaison avec la FMF2 et Lossless Scaling à 60 FPS, qui est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire qu'on est avec 30 FPS en entrée avant Frame Generation. Donc on a uniquement 30 FPS de base à donner à manger pour l'algorithme, et comme on peut le voir ici, c'est pas bon au niveau de ce qui est affiché. On voit qu'autour du personnage, on a énormément d'artefacts. On voit qu'en ce qui concerne la rotation, c'est beaucoup plus hachuré que le 60 FPS natif. C'est moins fluide, on a des bugs d'affichage, clairement c'est moins bon. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe derrière, on peut noter aussi très clairement que l'image est un peu cassée avec la FMF. Et en zoomant un petit peu dans l'ensemble, ce qu'on note aussi, c'est que très clairement, passer de 30 à 60 FPS avec le Frame Generation, c'est pas une bonne idée. Dire qu'avec la FMF2 ou Lossless Scaling, on peut gagner 2 fois les FPS dans toutes les situations, c'est juste faux. Pour avoir la meilleure expérience possible, de toute façon que ce soit AMD, Nvidia ou même les développeurs de Lossless Scaling, pour le Frame Generation, à minima, il faut 60 FPS en entrée, pas en sortie. Et même avec une séquence de gameplay plus classique, je dirais, où on se promène dans la ville, on peut voir que la FMF2 ici au milieu, c'est très instable, et on voit que le Lossless Scaling se maintient un petit peu mieux. Au niveau du Motion Clarity, je dirais, on voit qu'ici, l'image se déforme moins, c'est un petit peu plus stable dans l'ensemble, même à 60 FPS. Donc,
déjà d'emblée, hein, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que Lossless Scaling se maintient un petit peu mieux en mouvement que la FMF2. Par contre, comme on l'avait vu juste avant, les artefacts étaient plus marqués avec Lossless Scaling, donc il y a des avantages et inconvénients, je dirais, pour les deux algorithmes. Mais bon, quoi qu'il arrive, les deux font beaucoup moins bien que le natif. En plus de ça, on parle pas non plus ici du gros problème dont je parlais tout à l'heure avec le frame generation, c'est qu'à la manette, même si on a 60 fps au niveau visuel, au niveau de la sensation, au niveau des contrôles, on est à 30 fps, donc c'est pas du tout agréable à l'utilisation, puisqu'on a beaucoup augmenté on a une latence assez élevée, puisque de base on a 30 fps, et c'est hyper désagréable à l'utilisation, ça rend le jeu vraiment très très lourd. En bougeant la caméra et en tournant, je me prends les murs beaucoup plus facilement qu'en jouant en 60 fps classique, je dirais. Alors si on passe maintenant au frame generation intégré dans les jeux, donc on a le natif à gauche, le FSR FrameGen au milieu et le DLSS FrameGen à droite. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que déjà par rapport à la FMF et à Lossless Scaling, on a beaucoup moins d'artefacts. C'est quand même beaucoup plus stable dans l'ensemble, l'image est plus correcte. Au niveau de la fluidité, on est moins bon qu'avec le natif, et on note quand même une petite différence, je trouve, au niveau de la stabilité de l'image. Le DLSS Frame Generation a l'air de s'en sortir mieux ici. Et au niveau de la sensation de fluidité, j'ai l'impression que le DLSS FrameGen s'en sort un petit peu mieux également. Mais c'est vrai que le FSR FrameGen reste quand même beaucoup mieux que les implémentations post-process. Mais bon, quoi qu'il arrive, même avec le DLSS FrameGen ici, c'est pas une situation que l'on veut avoir. On veut à minima 60 fps pour pouvoir rajouter ensuite le frame generation. Là on aura les mêmes problèmes de lourdeur au niveau des contrôles et compagnie, même si l'image est plus correcte. Et au niveau du petit déplacement en ville, comme on peut le voir ici, c'est quand même beaucoup plus stable que Lossless Scaling ou la FMF. Donc bon, quoi qu'il arrive, n'utilisez pas le frame generation pour passer de 30 à 60 fps, c'est pas une bonne idée. Alors on passe maintenant au 120 Hz, avec le natif à gauche, la FMF2 120 Hz au milieu, et le Lossless Scaling Frame Generation 120 fps à droite. Alors, on peut le noter très clairement ici déjà, c'est qu'au niveau des bugs, il y en a quand même beaucoup moins qu'à 60 Hz, mais ils sont encore très présents. Mais beaucoup plus présents encore pour Lossless Scaling que la FMF qui dans l'ensemble se maintient mieux ici. Par contre, je trouve qu'au niveau de la rotation elle-même et qui se passe derrière, je dirais le personnage, Lossless Scaling me paraît quand même un petit peu plus propre dans l'ensemble que la FMF ici. Mais bon, on est encore une fois quand même moins bon que le rendu natif. Il reste quand même bien meilleur dans l'ensemble ici, mais c'est quand même un bon cran au-dessus de ce qu'on avait à 60 fps. Donc déjà ici, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus utilisable, ce sera beaucoup plus jouable aussi, même au niveau de ce qui se passera à la manette et compagnie, ce sera meilleur, l'expérience sera mieux. C'est le minimum, je dirais, pour pouvoir utiliser le frame generation. Et au niveau du déplacement plus classique, je dirais, de gameplay, alors, on voit, là aussi encore une fois, que Lossless Scaling me paraît plus stable que la FMF. On voit quand il y a des rotations et tout ça, ça se maintient mieux, j'ai l'impression quand même au niveau des décors et tout ça. La FMF c'est un petit peu plus hachuré. Alors évidemment en vitesse normale ce serait moins perceptible, mais c'est vrai qu'au ralenti, ça se ressent. Après encore une fois, je trouve que pour du frame generation en post-process, c'est pas dégueu pour les deux. C'est quand même assez impressionnant ce qu'ils arrivent à sortir au niveau de l'image. Très clairement, le natif reste plus fluide dans l'ensemble, mais c'est vrai que là, c'est déjà pas trop mal pour le frame generation. En plus de ça, ici, c'est des solutions totalement software. Elles n'ont pas les informations du jeu pour produire ce qu'elles produisent ici. C'est plutôt correct. Alors on passe ensuite sur les solutions intégrées au jeu. Donc on a toujours le natif 120 à gauche, le FSR FrameGen au milieu à 120 et le DLSS FrameGen à 120 à droite. Alors, là on voit qu'il y a quand même, au niveau de la stabilité de l'image, c'est beaucoup mieux aussi qu'à 60 Hz. Et dans l'ensemble, il n'y a pas de problème majeur, je dirais, avec le FSR FrameGen et le DLSS FrameGen ici. Et c'est quand même un bon cran au-dessus au niveau stabilité de l'affichage que ce qu'on a avec la FMF ou Lossless Scaling. On n'a pas les mêmes types d'artefacts, il y en a encore un petit peu avec le FSR FrameGen malgré tout, mais c'est quand même beaucoup mieux que les implémentations totalement software, on va dire. Donc ici, j'ai encore une fois l'impression que le DLSS FrameGen est un poil plus stable, mais c'est pas aussi marqué qu'à 60 fps. Ça m'a l'air un petit peu plus stable quand même au niveau de ce qu'on peut observer derrière le personnage. Et encore une fois, le natif reste un cran au-dessus, mais on n'est pas loin derrière, j'ai quand même l'impression aussi pour les deux technologies de frame generation. Et au niveau du déplacement en ville, alors ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau du HUD, là on voit un petit élément avec le bouton qui apparaît, il est un petit peu moins fluide avec le FSR FrameGen. C'est normal, c'est comme ça qu'il fonctionne sur les éléments du HUD.
il n'y a pas de frame generation, ce qui n'est pas le cas avec le DLSS frame generation ici. Alors après ça dépend des implémentations et compagnie, mais bref, rien de dramatique pour autant, mais ça se voit. Par contre c'est vrai qu'au niveau des déplacements et tout ça, dans l'ensemble, on voit qu'ici le FSR FrameGen fait mieux que la FMF, au niveau de la sensation de fluidité, même à 120 Hz, c'est plus agréable, ça se voit ici, avec le FSR FrameGen. Le DLSS FrameGen, j'ai l'impression qu'il conserve quand même un petit avantage ici au global, mais c'est pas hyper incroyable, c'est juste un petit cran au-dessus. Donc bref, dans l'ensemble ici, c'est quand même plutôt bon, je dirais, pour les deux solutions de Frame Generation. Alors on arrive maintenant au 240 Hz, toujours le natif à gauche, la FMF 240 au milieu, et le Lossless Scaling Frame Generation à 240 à droite. Alors déjà on peut voir, très clairement au niveau des artefacts autour du personnage, c'est beaucoup mieux pour la FMF et Lossless Scaling, mais il y en a encore, ils sont pas totalement absents. Par contre je trouve qu'ici on voit encore un petit peu mieux que l'effet de fluidité est meilleur dans l'ensemble avec Lossless Scaling que la FMF. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a un petit peu plus de blur avec la FMF qu'avec Lossless Scaling, qui je trouve en rotation ici tout du moins, se maintient mieux. L'image me paraît un petit peu plus stable. Alors évidemment le natif reste le meilleur, sans grande surprise. Mais bon, déjà là, je dirais en vitesse normale, on aurait beaucoup de mal à voir la différence entre les trois. En dehors, je dirais des petits artefacts, mais il faudrait se concentrer quand même pas mal sur l'affichage pour les voir. Dans l'ensemble, ici on verrait pas grand chose au niveau des artefacts, et ce serait très fluide dans l'ensemble. Et au niveau des mouvements en ville, on peut noter ici que les deux solutions de Frame Generation Software, on va dire, s'en sortent quand même très bien. C'est vrai qu'à 240 Hz, on est à 120 fps en entrée. On voit que les deux algorithmes ici peuvent quand même produire quelque chose de très propre. C'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt impressionnant qu'ils arrivent à sortir ça, je dirais, avec la moitié des images générées par un algorithme. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Un petit peu le même constat depuis le début, la FMF produit un petit peu moins d'artefacts, mais le Lossless Scaling me paraît un petit peu plus fluide. Donc bon, on peut préférer l'un ou l'autre. Personnellement, j'aurais peut-être une petite préférence pour le Lossless Scaling pour la sensation de fluidité globale. Alors on passe ensuite sur les solutions intégrées au jeu, le FSR FrameGen 240 toujours au milieu et le DLSS FrameGen 240 à droite. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que là c'est quand même difficile de voir une grosse différence avec le rendu natif. Les deux solutions de FrameGen ici se comportent quand même très bien. Encore une fois, j'ai quand même l'impression que le DLSS FrameGen se maintient un petit peu mieux dans l'ensemble. C'est un petit peu moins blurry, un petit peu plus net que le FSR FrameGen, mais encore une fois, en dehors de ralentir beaucoup l'image, c'est quand même difficile, ça serait difficile de le voir à l'œil nu, j'ai envie de dire. Donc bon, petit, je dirais, avantage avec le DLSS FrameGen au global, qui produit une image quand même pas très éloignée du natif dans ces conditions-là, mais là c'est quand même des conditions très favorables. Et au niveau des déplacements en ville, il y a un tout petit décalage, mais dans l'ensemble, pour les trois, c'est vraiment très bon. Bon, c'est très fluide pour les trois. On voit qu'il n'y a pas de gros problèmes au niveau des bugs. On voit qu'au niveau des rotations et tout ça, ça se passe plutôt bien. Là, très clairement, c'est vraiment des conditions très favorables pour le Frame Generation en général. Malgré tout, c'est quand même, encore une fois, plus propre que les technologies post-process, comme Lossless Scaling et la FMF2. Oui, faut clairement mieux utiliser les implémentations natives quand elles sont dispo plutôt que les solutions post-process. Alors on est maintenant en 360 Hz avec Lossless Scaling et la FMF2 ici uniquement, puisque je ne peux pas faire de natif à 360 puisque le jeu est capé à 250 fps. Et là, comme on peut le voir, on a 360 fps et ça les maintient pas trop avec la FMF2 ou Lossless Scaling, puisqu'on voit qu'on est en dessous des 350 même parfois. Et on voit qu'en natif, à chaque fois, on entre avec 180 fps en entrée. Donc bon, sinon au niveau de la qualité d'image, je dirais comme on pouvait le voir depuis le début, quasiment, c'est un petit peu la même chose ici, encore une fois, je trouve que le Lossless Scaling se maintient mieux en mouvement que la FMF. Enfin pour moi ça se voit ici quand même, c'est un petit peu plus net pour le Lossless Scaling. Mais bon, en mouvement, je dirais en vitesse normale, ce serait quand même compliqué de voir la différence, et encore une fois pour la FMF2 ici, ça se comporte quand même beaucoup mieux que la FMF premier du long qui se désactiverait dans ces conditions-là. Au niveau des artefacts, on voit aussi qu'il y en a encore moins qu'à 240 Hz, mais il y en a encore un petit peu. Mais bon, là, ce serait vraiment compliqué de les décerner à l'œil nu, je dirais. Donc, c'est vrai que là, c'est des conditions qui vont très bien pour ce type de technologie. Même post-process, ça fonctionne pas mal du tout. Et une fois qu'on se déplace, évidemment, c'est très fluide dans l'ensemble pour les deux. Pas de problème particulier ici.
Les deux solutions se comportent très bien, c'est tout à fait jouable, l'image est pas dégueu du tout. Bon, pas grand chose d'autre à dire. Alors avant de repasser sur les solutions natives, bah là j'ai voulu tester le lossless scaling en mode x3 et x4, avec aussi le mode x2 à gauche, donc x2, x3, x4. Alors c'est intéressant puisque du coup pour arriver aux 360 Hz, bah, on a à chaque fois un taux de framerate en entrée différent. À gauche c'est 180 fps, au milieu c'est 120, et pour le x4 on est à 90. Donc au niveau de la qualité d'image, au niveau des artefacts et tout ça, alors bien évidemment, il y a moins d'artefacts en mode x2 qu'en mode x3 ou x4, ou très clairement en x4 on voit qu'il y a beaucoup plus de bugs, même qu'en x3, ce qui est tout à fait logique. On a moins de FPS en entrée pour atteindre les 360 Hz. Malgré tout, en dehors de ces artefacts-là, ben c'est vrai que les modes x3 et x4 sont pas si dégueux que ça, hein, pour du 360 Hz. Le mode x3 ici, j'ai envie de dire, serait plutôt utilisable. Pour un jeu qui aurait un petit peu du mal à avoir du 180 Hz en entrée, c'est vrai que du coup le mode 120 ça peut être une solution de repli. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'avais pu observer il y a quelques temps quand j'avais fait mes premiers tests pour un moniteur 165 Hz, là le mode x3 est tout à fait utilisable. Par contre le mode x4 vaudrait peut-être mieux un moniteur avec un taux de rafraîchissement encore plus rapide, je pense pour atteindre les 500 Hz par exemple, ça pourrait fonctionner de manière plus correcte. C'est utilisable sur des moniteurs très rapides, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est plutôt le mode x2 vers lequel on va se diriger si on va atteindre les 144 ou 160 Hz par exemple. Et enfin on retrouve nos solutions natives avec le FSR FrameGen à 360 Hz à gauche et le DLSS FrameGen 360 à droite. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire un petit peu comme c'est le cas entre l'AFMF et l'Lossless Scaling, je trouve que le DLSS FrameGen est dans l'ensemble un petit peu plus stable, mais c'est vrai qu'à 360 Hz, la différence n'est pas énorme. Mais bon, un petit peu plus fluide pour le DLSS FG. Après, au niveau du maintien de l'image, au niveau des artefacts et tout ça, les deux sont quand même très propres ici, mais encore une fois, solution idéale pour le FrameGen dans l'ensemble. On a énormément de FPS en entrée. Encore heureux que ça fonctionne bien. Et au niveau du déplacement dans la ville, je dirais qu'ici ça se passe vraiment très bien pour les deux. Il n'y a pas de problème d'affichage, il n'y a pas d'artefact, c'est très fluide dans l'ensemble, il n'y a pas de soucis, je dirais, comme on pourrait avoir à plus bas framerate où on a des différences un petit peu plus marquées. Mais ici, bon, c'est conditions idéales. Et encore une fois, on voit qu'on ne maintient pas les 360 FPS pour les deux technologies, mais on voit qu'à droite, c'est un petit peu plus gourmand en ressources que le FSR FrameGen. Donc, sans surprise, ça on le sait aussi, le DLSS FrameGen a un coût en ressources plus élevé que le FSR FrameGen, ce qui reste du coup un avantage pour la technologie d'AMD. Et enfin, pour terminer, je dirais un comparatif avec le FSR Frame Generation 360 Hz à gauche, la FMF2 360 Hz au milieu, et le DLSS FrameGen 360 à droite. Et comme on le voit ici, très clairement, la FMF2 fait moins bien. Donc oui, il n'y a aucun doute sur le sujet, les implémentations natives vous proposeront une bien meilleure image que la FMF ou l'Lossless Scaling. C'est très apparent ici, il y a vraiment une différence quand même assez importante entre les trois modes de rendu. C'est à la fois plus fluide, l'image se maintient mieux, il n'y a vraiment aucune raison d'utiliser les technologies post-process tant qu'une implémentation native correcte est dans le jeu. Alors au final, sans grande surprise, comme on a pu l'observer, les jeux qui ont une implémentation native du Frame Generation proposent une meilleure stabilité et qualité d'image que les technologies de Frame Generation post-process, comme la FMF2 ou Lossless Scaling. Donc évidemment, n'utilisez pas les technos post-process quand une implémentation native est déjà dans le titre, ça n'a pas de sens. Elles sont utiles uniquement si c'est le seul moyen d'avoir du Frame Generation. Et comme on s'y attendait aussi, peu importe le type de Frame Generation utilisé, plus le framerate de base est élevé, moins le FrameGen se ressent, que ce soit à l'image ou au niveau de la réactivité. Et oui, clairement, à haut framerate, le Frame Generation fonctionne bien mieux que quand on l'utilise pour passer même de 60, 70 à 120 fps. Sinon, d'un pur point de vue qualité d'image, alors le DLSS FrameGen semble quand même être celui qui se maintient le mieux dans l'ensemble, même si évidemment, quand on arrive dans les 240 Hz et plus, en vitesse normale, c'est quand même compliqué de déceler de grandes différences, puisque chaque frame, un petit peu cracra on va dire, se retrouve noyé dans la masse de frames qui apparaissent à l'écran, qui elles continuent de débiter à haute vitesse, mais avec un framerate plus bas, oui, c'est le DLSS FrameGen qui est le plus stable dans l'ensemble aussi. Alors ensuite, on retrouve le FSR Frame Generation, même s'il est un poil moins bon sur la qualité, reste quand même très proche dans l'ensemble. Et quand l'implémentation est bonne, comme ici sur Ratchet & Clank ou sur God of War Ragnarok qu'on a vu dernièrement, vu les avantages qu'il offre d'un point de vue support hardware global, sa légèreté en ressources hardware,
et le coût en VRAM un petit peu moins élevé aussi, bah ça fait quand même pencher la balance vers celui-ci, je dirais, point de vue bénéfice global. Pour le plus grand nombre, c'est clairement la technologie qui permet au plus grand nombre d'avoir accès à un frame generation de bonne qualité. Puisque là où entre le DLSS et le FSR Upscaling, le vainqueur est sans aucun doute possible le DLSS au niveau qualité d'image, où c'est clairement visible très facilement, bah ici pour les techno de frame generation, la différence de qualité entre les deux est quand même beaucoup moins marquée. Et ça compense pas la perte de tous les avantages, je dirais, du FSR FrameGen, qui est donc plus intéressante au global, surtout dans sa version 3.1, car découplée du FSR Upscaling. Donc si vous avez une RTX 4000, ou probablement les futurs 5000 et 6000 et compagnie, évidemment le DLSS FrameGen fait plus sens, même si dans certains scénarios, le FSR FrameGen peut mieux fonctionner aussi, surtout sur les cartes d'entrée de gamme, puisque vu qu'il est plus léger, on gagne un petit peu plus en performance, parfois ça peut être suffisant, je dirais, pour passer de quelque chose de pas très agréable à plus agréable. Pareil au niveau de la saturation de la VRAM et tout ça, vu qu'il est un petit peu plus léger dans l'ensemble, je pense qu'avec une 4060, selon le scénario, ça peut être plus sympa d'utiliser le FSR FrameGen que le DLSS FrameGen. Et pour toutes les autres générations ou marques de carte graphique, le FSR FrameGen est très très bon, si c'est le FSR 3.1 qui malheureusement n'est pas encore présent dans énormément de jeux, et j'espère que ça changera rapidement. Sinon, pour les technologies post-process, on a pu observer qu'à 60 ou 120 fps, les artefacts visuels sont clairement plus présents qu'avec les implémentations natives du FrameGen, et que même au niveau fluidité, à 240 Hz, la FMF2 n'était pas aussi bon que le FSR FrameGen non plus. Et entre la FMF2 et Lossless Scaling, je donnerais l'avantage au niveau fluidité de l'image à Lossless Scaling. Mais la FMF2 s'en sort mieux au niveau des artefacts, donc les deux ne sont pas parfaits, et ils ont des forces et faiblesses différentes. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Lossless Scaling, si j'avais à choisir entre les deux. Même si la FMF2 fonctionne très bien aussi, et a l'avantage d'être gratuit si on a une Radeon. Mais du coup, pour tous les autres, la question se pose pas, puisque le CS Scaling, c'est la seule solution jusqu'ici, du moins tant qu'NVIDIA propose pas de techno du même style, et rien ne nous dit que ce sera pas le cas un jour non plus. Et pour les modes x3 et x4 de l'OSS Scaling, alors, comme je l'avais indiqué quand j'avais testé la chose, il y a quelques mois de ça, ce sont clairement des modes uniquement utiles pour aller chercher les 300 Hz et plus, et c'est vrai que ça fonctionne surprenamment correctement à haut taux de rafraîchissement, là où sur mon moniteur à 165 Hz, ça n'avait pas grand intérêt, car trop d'artefacts visibles comparé au mode x2, puisque du coup, pas assez de framerate en entrée. Mais le mode x3 ici, pour le 360 Hz, c'est plutôt correct. Par contre, le mode x4, c'était pas génial. Du coup, celui-ci me paraît plus adapté pour les moniteurs qui proposeront du 500 Hz et plus. Mais bon, quoi qu'il arrive, ce qui serait vraiment impressionnant, ce serait une technologie du type Frame Generation qui permettrait de passer de 30 à 60 fps de manière agréable, ce qui n'est le cas d'aucune techno de Frame Generation à l'heure actuelle. Ce qui est dommage, puisque c'est clairement ce qui serait le plus utile pour le plus grand nombre. Donc, à voir s'ils y arriveront un jour, mais c'est vrai qu'en attendant, le Frame Generation, alors ça reste sympathique, ça a des forces, et ça a aussi pas mal de faiblesses, et c'est clairement pas la réponse universelle pour gagner en performance, ou plus exactement, en sensation de fluidité. Mais bon, ça reste utile malgré tout pour les jeux qui ont un cap de FPS par exemple, pour les émulateurs, certains jeux rétro, ou même des jeux récents comme Warhammer Space Marine, qui peuvent être hyper limités par les performances du processeur. Et donc, dans ces cas-là, dans les jeux qui sont hyper limités, point de vue performance proco, il n'y a uniquement que le Frame Generation qui permet de gagner en fluidité. Donc c'est toujours une option intéressante à avoir, même si elle n'est pas toujours utile, et qu'elle est aussi parfois inutile. Puisque bon, passer de 180 à 360 fps pour aller taper le taux de rafraîchissement maximum d'un moniteur, c'est cool, mais il faut à la fois en avoir l'utilité et aussi le matos, pour déjà atteindre les 180 fps de base de manière stable. Et 150 fps de base et plus, c'est déjà d'excellentes conditions de jeu dans l'ensemble. Donc, je me suis rarement dit, ou j'ai rarement entendu dire, ah mince, mon jeu tourne qu'à 150 fps, c'est vraiment injouable. C'est quand même assez rare. Et je rappelle encore une fois, pour les jeux compétitifs, n'utilisez pas le Frame Generation, ça vous rajoute de la latence, ça sert à rien, parce qu'avoir un affichage plus fluide mais un temps de réponse plus élevé, ça n'a pas d'intérêt dans du FPS compétitif, où vous cherchez à être le plus réactif possible. Alors après, il y a aussi tout le volet optimisation des jeux et compagnie, mais certains abus de certains développeurs ou éditeurs sur certains jeux, et oui, malheureusement certains jeux abusent de ces technologies pour avoir un framerate potable. Mais c'est logique, d'un pur point de vue économique, optimiser les jeux aux petits oignons, ça demande du temps, et donc ça coûte de l'argent. Là où utiliser l'upscaling ou le FrameGen, c'est évidemment beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Et la plupart des joueurs, en plus, ne le voient même pas. Suffit de voir le mode performance de Black Myth Wukong sur PS5, qui utilise l'upscaling et le Frame Generation pour arriver à du 60 fps pas stable. On a vu pas mal de joueurs dire que c'était ok pour eux.
Et tout comme pas mal d'utilisateurs de consoles pensent que ce sont des boîtes magiques qui font du 4K 60 FPS natif, alors que les consoles utilisent énormément le FSR ou d'autres techniques d'upscaling pour pouvoir, je dirais, produire une image 4K. Mais bon, malgré tout, je trouve que c'est quand même un raccourci un petit peu simpliste de juste blâmer ces technologies pour tous les problèmes d'optimisation actuels. Les jeux mal optis, ça existe depuis toujours. Les développeurs n'ont pas attendu l'upscaling ou le frame generation pour mal optimiser leurs jeux. Il y avait tout autant de jeux mal foutus par le passé, et on n'avait pas grand chose à dispo pour améliorer les choses. Souvenez-vous, Saints Row 2, GTA 4, Arkham Knight, Battlefield 4 à sa sortie, c'était une catastrophe, Arma 3, Fallout 3, le premier Witcher, ou encore plus vieux, dans les années 90, Blood 2, ou même le premier portage de Final Fantasy VII sur PC, ou Quake 3 à sa sortie, ça tournait difficilement sur la plupart des PC de l'époque, mais j'en passe des dizaines d'autres. Les jeux optimisés avec le cul, ou fortement demandeurs en hardware, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, énormément d'optimisation dans les jeux, c'est souvent baisser la résolution interne sur certains éléments comme les ombres, les reflets, ou cacher ou masquer certains trucs. L'optimisation, la plupart du temps, c'est de la triche, du cache-misère, des astuces en tout genre, pour en afficher le moins possible, sans que les joueurs s'en aperçoivent. Quelque part, c'est un petit peu la même chose, si on simplifie au maximum, que les technologies d'upscaling ou de frame generation, puisqu'on cherche à apporter plus de fluidité, en affichant moins, sans que l'utilisateur s'en rende compte. Donc bon, je dis pas que c'est génial, et que tout va bien actuellement, mais je trouve pas la situation si mauvaise dans l'ensemble. Tout n'est pas rose, mais ça l'a jamais été non plus. Et je trouve ça bien d'avoir tous les outils qu'on a maintenant à disposition, même si oui, parfois, malheureusement, certains développeurs en abuseront, c'est dommage, on est bien d'accord. Et sinon, pour conclure sur le frame generation en général, comme je le dis depuis quand même assez longtemps, c'est une technologie intéressante, elle a sa place, ça peut être utile, mais c'est pas la solution magique pour doubler les FPS dans toutes les situations. Ça, malheureusement, c'est faux. Mais ça peut être utile, ça peut être très utile, ça peut aussi permettre, je dirais, de conserver sa carte graphique plus longtemps si l'effet frame generation ne vous déplaît pas. Ça sera pas le cas de tout le monde. Mais bon, c'est pas parfait, mais c'est sympa de l'avoir. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, comme toujours, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide, donc pensez-y. Il y a également la page Amazon de la chaîne, si vous voulez des idées de config PC type, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui permettent à la chaîne de rester en vie. Donc un grand merci à vous. Et puis, sinon on se retrouve aussi très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!